Au sommaire de cette édition, les zones agricoles à la loupe des superviseurs de l'Assemblée nationale. Espoir à Sikasso, faible pluviométrie à Kita, à Mopti, l'état végétatif est mi-figue, mi-raisin. Son origine remonte au néolithique, mais elle a constitué un tournant, une révolution dans la cuisson et la conservation des aliments et donc un nouveau départ dans notre alimentation. Elle, c'est la poterie, l'argile, diront certains. Clin d'œil sur cet objet dans le dossier du journal. Et en sport football, les Aiglons s'ouvrent les portes de la CAN des moins de 20 ans. Ils ont battu cet après-midi le Togo en match aller 2-0. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal que nous ouvrons par l'arrivée du président de la République. Le chef de l'État a regagné Bamako en début d'après-midi en provenance de Paris. Dans la capitale française, pas dans la capitale française, à Toulon, disons, Ibrahim Boubacar Keïta a participé au 70e anniversaire du débarquement de Provence sur invitation de son homologue français, François Hollande. Il a été accueilli, comme vous le voyez sur ces images, à sa descente d'avion par le Premier ministre Moussa Mara, le président de l'Assemblée nationale, des membres du gouvernement et d'autres personnalités. Et ce communiqué du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, pour la troisième fois en une semaine, les forces internationales déployées au nord de notre pays font l'objet d'attaques lâches et barbares de la part de groupes terroristes, alors qu'il est en visite en France pour prendre part aux cérémonies du centenaire de la Première Guerre mondiale et du débarquement en Provence aux côtés du président Hollande et de plusieurs chefs d'État africains. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a appris avec stupeur et consternation l'attentat suicide dont a été victime à Ber ce samedi 16 août. Le camp de la MINUSMA tuant 2 casques bleus burkinabés et faisant 9 blessés. Au moment où toutes les parties prenantes maliennes œuvrent activement à la mise en œuvre de la feuille de route dans le cadre de la médiation algérienne et des efforts de la communauté internationale en vue de trouver une solution définitive à la profonde crise que vit notre pays, le président de la République condamne énergiquement ce regain de terrorisme aveugle, lâche et barbare qui n'a d'autre dessein que de saper le processus de paix en cours. Saluant le sacrifice des soldats de la force internationale et le fabuleux effort de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali en vue de la restauration de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale, du dialogue et de la réconciliation, de la paix et de la sécurité dans notre pays, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, présente ses sincères condoléances au secrétaire général des Nations Unies, à son représentant spécial ainsi qu'à toute la mission présente dans notre pays, s'inclinant sur la mémoire de ces valeureux soldats de la paix qui ont consenti le sacrifice ultime pour le Mali. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, présente ses condoléances les plus émues au président du Faso, son Excellence Blaise Compaoré, médiateur dans la crise malienne, à l'armée et au peuple burkinabé tout entier, ainsi qu'aux familles des victimes, et le gouvernement qui s'associe à la condamnation et aux condoléances du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Le forum des directeurs de publication s'est tenu à la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. C'est le ministre de l'Industrie et de la promotion des investissements qui était l'invité de cette semaine. À cette occasion, les échanges ont porté sur les projets en cours, notamment la création des zones industrielles. Moussa Fani, compte rendu. L'accompagnement de l'État pour les industriels, la valorisation du secteur des entreprises privées et la satisfaction des usagers en termes de qualité sont autant de sujets abordés au cours de cette rencontre. Une occasion pour le ministre de l'Industrie et de la promotion des investissements de faire une mise au point. L'adoption qui a été faite en 2010 du programme de développement industriel et la mise en œuvre de son plan d'action 2010-2012. Bien entendu, la stratégie nationale de développement agroalimentaire, la loi d'orientation du secteur privé, la stratégie nationale de promotion des investissements, qui sont tous des initiatives sur lesquelles le département se base pour, bien entendu, atteindre les objectifs qui lui ont été confiés par les plus hautes autorités du pays. Aux hommes des médias, le ministre a également évoqué les difficultés auxquelles sont confrontées certaines entreprises maliennes. L'accès, bien entendu, des entreprises industrielles au crédit, l'accès au financement est une problématique qui reste encore d'actualité.
on a un taux de bancarisation qui est très faible, les entreprises n'arrivent pas à avoir accès à un financement adéquat. Pourquoi? Parce que les banques ont des critères dans lesquels peut-être certains industriels ne peuvent pas rentrer. Donc à nous, État, de les accompagner pour leur permettre en tout cas d'avoir certains critères bien spécifiques pour les banques de façon générale, pour qu'on puisse tous converger vers un objectif commun de permettre aux entreprises industrielles d'avoir accès à un financement adéquat à moindre coût. Selon le ministre, le gouvernement mettra tout en œuvre pour promouvoir les investissements afin de faciliter la création d'emplois. Il y a également certains projets qui nous tiennent à cœur, qui sont là depuis un moment, qu'on a envie de relancer. Je vais parler du projet sucré de Marcala, qui est un projet agro-industriel qui avait été initié à l'époque et qui malheureusement, suite aux événements que nous avons connus, a été arrêté, que nous nous engageons maintenant à relancer dans un format qui reste bien entendu à définir. L'objectif étant vraiment aujourd'hui de créer des emplois, de permettre aux industries maliennes de faire des produits compétitifs qu'on peut exporter pour le bien-être des populations. L'invité du jour a aussi informé la presse que les actions sont en cours pour le redémarrage de l'huilerie cotonnière du Mali, Icoma. Oxfam, en collaboration avec le Conseil consultatif des femmes, a commémoré la Journée internationale de la jeunesse. Le Conseil consultatif des jeunes du programme My Right, My Voice est une initiative multi-pays financée par la coopération suédoise. Ibrahima Tchokari, compte rendu. Le thème retenu pour la Journée internationale de la jeunesse 2014 interpelle toutes les consciences. Dans le monde, 20% des jeunes, selon les Nations Unies, sont atteints de troubles mentaux. Les causes des maladies mentales sont multiples. Je citerai simplement la consommation excessive d'alcool, consommation de drogue, cannabis ou autres drogues illégales, de tabac. L'exposition à l'adversité dès le plus jeune âge est également un facteur à risque pour les troubles mentaux et reconnu évitable. Les conséquences de la dégradation de la santé mentale chez les jeunes sont nombreuses. Elles se traduisent très souvent par des actes agressifs et destructeurs contre les jeunes eux-mêmes et contre les autres. Ce thème concerne plus d'1 milliard d'humains qui font partie de cette catégorie d'âge, dont la majorité vit dans les pays en voie de développement. Les problèmes de santé mentale ont un impact significatif sur le développement de ces pays en général et des jeunes en particulier, ainsi que sur leur intégration sociale et économique, y compris leur employabilité. Pour faire face à cette problématique, la première des solutions, c'est de lutter contre la stigmatisation et la discrimination des jeunes souffrant des problèmes de santé mentale. Ce thème si interpellateur est une occasion de nous rappeler que les jeunes qui souffrent de troubles mentaux ont besoin de plus d'attention et de plus de considération aux soins spécifiques pouvant leur permettre de vivre dignement au sein de la société. Les problèmes d'adduction d'eau et d'électricité du stade municipal de San trouveront solution sous peu. C'est ce qu'a annoncé le ministre des Sports qui était en visite dans la capitale du Santoro. Ousseini Amion-Guindo a partagé sa vision future sur le sport malien avec les responsables sportifs de San. Compte rendu Fousseini Samake. En se rendant dans la capitale du Santoro, sanctuaire de l'athlétisme malien, le ministre des Sports voulait s'enquérir de l'état des locaux et installations sportives du stade municipal de San. Les problèmes majeurs enregistrés sont entre autres le manque d'adduction d'eau, l'électricité et l'aménagement d'une piste d'athlétisme mieux adaptée. Ça nous a permis d'être beaucoup plus édifiés par la politique sportive, par rapport à la gestion des infrastructures au niveau national. Et ça nous a été bénéfique parce que c'est pour la première fois que le premier responsable du département c'est pour venir prendre en compte nos préoccupations et nous avons été très édifiés. Les échanges avec les responsables des mouvements sportifs se sont axés sur la rentabilisation du stade de San, la gestion de transparence des équipes nationales et les sports scolaires viviers de l'élite nationale. Et l'intérêt de ces visites, ce n'est pas pour venir faire les faux semblants, mais c'est de venir voir quelles sont les dispositions à prendre pour que nos structures encore soient les plus efficaces possibles. Y compris acte des problèmes qu'ils viennent de nous poser. Le ministre Guindo a réitéré l'engagement des plus hautes autorités du Mali pour la promotion d'une politique sportive nationale à long terme. Pour cela, il entend nouer un partenariat public-privé.
Bientôt, les populations du cercle de Tomian auront de l'électricité grâce à une centrale hybride construite dans la localité. L'infrastructure, qui aura coûté plus de 2 milliards de francs, s'inscrit dans le cadre d'un projet mis en œuvre par le Mali. Envoyé spécial à Tomian, Haruna Diarra, Abdraman Mega. Le développement d'un pays, selon le ministre de l'Énergie, passe par l'accès du plus grand nombre de personnes aux ressources énergétiques, notamment l'électricité. Elles sont plus d'une cinquantaine de localités à être concernées par un projet initié par le Mali avec l'appui de la Banque mondiale. La politique du gouvernement en matière d'énergie, c'est d'abord faciliter l'accès de la population à l'électricité à faible coût. Et aujourd'hui, on s'oriente davantage vers l'énergie propre, l'énergie renouvelable que le gouvernement a instruit de développer dans le mix énergétique de notre pays. Donc nous sommes en train de prendre des dispositions pour augmenter le taux de desserte de l'électricité sur l'ensemble du territoire. Ce projet d'un coût de plus de 12 milliards de francs CFA permet au gouvernement d'atteindre 3 objectifs spécifiques dans le cadre de la lutte contre la pauvreté au Mali. Je suis très satisfait parce que j'ai vu que les chantiers majeurs se sont déroulés normalement. Aujourd'hui, on peut programmer la réception officielle de ces 3 chantiers. Et je voulais profiter de l'occasion pour remercier l'ensemble des populations qui étaient concernées par cette visite pour leur patience. Avant le lancement de cet important projet prévu pour 2015, notre pays a déjà pris des dispositions. Ces politiques se sont concrétisées par la réalisation de cette centrale hybride d'une capacité de production de plus de 250 kWh. D'un coût de plus de 2 milliards de francs CFA, cette centrale dont l'inauguration aura lieu dans les tout prochains jours donnera un coup d'accélérateur aux activités de développement du cercle de Tomian. Près de 1000 jeunes de la région de Sikasso désormais aptes à s'insérer dans le circuit de production. Cela grâce à une initiative du projet d'appui aux jeunes entrepreneurs Page Nieta. La clôture de leur formation a eu lieu vendredi dernier dans le village de Fachoribougou, cercle de Sikasso. Sekou Konaté, compte rendu. La cohorte 2 qui signe ainsi sa sortie d'un cycle de 18 mois de formation est composé de près de 1000 jeunes déscolarisés et non scolarisés. Ils sont de 21 villages et 13 communes de la région de Sikasso. De janvier 2012 à juillet 2014, sous la conduite de 26 volontaires, ces jeunes ont été formés dans divers domaines, comme l'agriculture, la savonnerie, l'embauche, le maraîchage, l'artisanat et l'alphabétisation. Le but du projet Page Nieta est d'assister 10 000 jeunes ruraux âgés de 14 à 25 ans déscolarisés et non scolarisés, à devenir mieux éduqués, économiquement plus productifs et civiquement engagés. Une démarche soutenue par l'ISAID qui voit en elle une voie certaine pour le développement. Quelle famille n'a-t-elle pas un jeune déscolarisé ou non scolarisé à la recherche d'un emploi, d'une activité génératrice de revenus? Quelle famille n'a pas un jeune sans emploi? Page Nieta répond à ces questions. Et pour le ministre en charge de l'emploi et de la formation professionnelle, le projet Page Nieta s'inscrit dans la droite ligne de la vision présidentielle. Le projet Page Nieta va beaucoup nous aider à réaliser la vision du chef de l'État sur la création de 200 000 emplois, puisque chaque fois que des jeunes sont formés, ils sont installés à leur propre compte, l'activité est viable, donc c'est aussi un emploi. J'ai été impressionné de voir des jeunes qui, il y a quelques mois, simplement ne savaient même pas lire et écrire, qui savent maintenant lire et écrire, qui savent faire des calculs, qui savent utiliser un téléphone pour s'informer sur le cours de leurs produits. C'est vraiment quelque chose de très impressionnant et qui va avoir un impact durable sur le développement de notre pays. Les 26 volontaires de la cohorte 2 ont chacun reçu une attestation, le tout au son du balafon. L'élection au poste de directeur régional OMS Afrique aura lieu le 3 septembre prochain au Bénin. Parmi les candidats, notre compatriote Dr Fatoumata Nafo Traoré avec le slogan « Démocratiser la santé en Afrique ». Ce matin, le réseau des femmes médecins a tenu une conférence de presse pour soutenir sa candidature. Alpha Mega, compte rendu. C'est elle, Dr Fatoumata Nafo Traoré, qui est la candidate du Mali au poste de directeur régional de l'OMS Afrique. Le choix se fera parmi 5 candidats
et pour la première fois entre 4 femmes et un homme. Je pense que ici nous avons les expertises techniques, managériales, diplomatiques et toutes les expériences nécessaires qui doivent être mises à la disposition de notre continent pour aider à relever les défis dont je viens de faire mention. À travers cette lettre, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, lui assure son soutien. Son programme, très ambitieux, est focalisé sur 3 axes avec le slogan « Démocratiser la santé en Afrique ». Sa famille professionnelle, ne voulant pas rester en marge, a rencontré la presse. Au-delà du Mali, Dr Fatoumata Nafou Traoré est un exemple pour toutes les femmes africaines. Nous sommes convaincus qu'elle peut apporter à l'Afrique un accompagnement de qualité pour le bonheur de nos populations en matière de santé. La conférence de presse a été l'occasion d'échanger sur plusieurs questions de santé. Ensuite, plusieurs témoignages s'en ont suivi. Pour le moment, chacun doit mener campagne en attendant l'élection qui aura lieu le 3 septembre prochain au Bénin. Et les députés qui renforcent leurs compétences en plaidoyer budgétaire sur l'eau, l'hygiène et l'assainissement, c'est à la faveur d'une formation de partage avec les partenaires sur les différentes étapes du processus budgétaire. L'objectif recherché est d'augmenter le taux du budget du secteur eau qui est aujourd'hui de 3% seulement. Nous retrouvons Alpha Mega. L'accès à l'eau de bonne qualité est un besoin fondamental pour tous. Il est essentiel pour l'amélioration de la santé et du bien-être de la population. Quant à l'apport du budget national alloué à ce secteur, il est de 2 à 3%. Un taux très faible quand tous les jours on entend cette phrase « l'eau est source de vie ». Et c'est pour une augmentation du budget de ce secteur qu'il faut renforcer les capacités des élus nationaux qui sont les députés en plaidoyer budgétaire. Le budget, il est élaboré par les services techniques, mais il est voté par l'Assemblée. Il est accepté par l'Assemblée nationale. J'essaie de faire prendre conscience aux députés du rôle de l'accès à l'eau potable. Du rôle de l'accès à l'eau potable pour ce qui concerne la santé, pour ce qui concerne l'éducation. La prise de conscience une fois faite, les mécanismes, une fois vraiment maîtrisés, les députés pourront influer sur le niveau du budget alloué à l'eau, à l'hygiène et à l'assainissement. Prennent part aux travaux les responsables d'organisations membres de la coalition, les parlementaires, les services techniques et certains partenaires au développement dont la vision commune est éradiquer le manque d'eau. Et une mission de supervision de la Commission développement rural et environnement de l'Assemblée nationale a séjourné dans la région de Mopti. Sur place, la délégation a visité les zones officeries de Mopti et tenu des rencontres avec les différents services techniques du développement rural. Envoyés spéciaux à Mopti, Mbarakoumaiga, Garibou, Pérou. Le périmètre d'irrigation de Kounia qui a fait l'objet de la première visite parlementaire est d'une superficie d'environ 52 hectares. Située dans la zone office de riz de Mopti, cette zone est exploitée par 315 paysans avec une production moyenne de 315 tonnes. Non loin de là, c'est la riziculture d'Ouronema, un périmètre de basse et de haute production. L'installation très tardive de la pluie dans cette zone d'une superficie de 3500 hectares a inquiété les parlementaires, même si l'aspect général des champs et bétail sont estimés bons. Ici, les champs sont ravitaillés à partir des eaux du fleuve. Donc, il faut qu'il y ait forcément la crue pour qu'ils ouvrent et que les champs puissent être alimentés. Et tant qu'il n'y a pas de pluie, on assiste à ce que vous voyez ici. Certes, quelques poches de sécheresse, mais il y a beaucoup de points de réussite aussi. Pour ce qui concerne maintenant la pêche à Mopti, les rencontres avec les différents acteurs de la filière au développement rural, on a constaté qu'au niveau de la pêche, il y a beaucoup de difficultés. Ces difficultés-là se lient beaucoup à l'ensemblement du fleuve Niger. Pour ce qui concerne l'élevage, les bovins des zones de perturbation se sont ravagés sur Mopti, ce qui a posé d'énormes difficultés de pâturage. L'agriculture, la
la pêche, l'élevage constituent les filières potentielles pour la région de Mopti. Au cours de cette visite de terrain, les commissaires parlementaires ont démontré aux acteurs qu'il faut la maîtrise des facteurs défavorables, comme par exemple l'eau. Et tout facteur, selon eux, susceptible de perturber ce développement rural est considéré comme nuisible à la sécurité alimentaire. C'est pourquoi les parlementaires proposent une mise en cohérence des approches qui varient selon la zone de production. À l'instar des autres localités de la première région, le début de la campagne agricole a été marqué à Kita par la faible pluviométrie. Le service de l'agriculture est confronté à une insuffisance de personnel, de moyens logistiques, entre autres. À Kita, avec cette autre délégation de la Commission développement rural et environnement de l'Assemblée nationale, les producteurs ont surtout insisté sur le mode d'approvisionnement en intrants agricoles. Envoyés spéciaux, Seydou Sissoko, Nouhoum Sissoko. Les intrants agricoles sont disponibles dans les magasins à Kita, selon les responsables du secteur de l'agriculture. Mais certains producteurs n'arrivent pas à s'en procurer. Tout l'engrais est stocké à Kita, alors que les producteurs majoritairement sont éloignés de la ville de Kita. Ils expriment des besoins en engrais, mais la distance et les frais de transport sont un handicap pour eux. La période aussi à laquelle l'engrais est déposé, ça trouve que déjà les voies sont impraticables. Ça, c'est un aspect que nous devons quand même souligner, afin que les services techniques de l'État chargé du monde rural puisse prendre des dispositions. Ne serait-ce amener l'engrais au niveau des anciens chefs-lieux d'arrondissement. Selon les chiffres, dans le cercle de Kita, un agent d'agriculture encadre entre 20 à 30 villages et ce n'est pas tout. Il faut des équipements. Des équipements, ne serait-ce qu'informatiques dans les différentes structures. Les équipements informatiques qui nous permettront de rassembler l'ensemble des données et acheminer dans nos hiérarchies. Mais en termes de réalisation en superficie, 186 000 hectares étaient prévus, mais on est à 164 000 hectares aujourd'hui. Le départ de bras valides vers les sites d'orpaillage, le manque de moyens logistiques, l'enclavement de la localité sont entre autres contraintes avancées par les acteurs du monde rural à Kita. Quant à Sikasso, la région est en passe de réussir sa campagne agricole 2014-2015. C'est le constat fait cette fois-ci par une mission de la Direction nationale de l'agriculture qui vient d'effectuer une visite de 48 heures dans les zones de production de Kadjolo et Sikasso. Compte rendu Daouda Diakité. Pour la campagne agricole 2014-2015, il est attendu 223 000 tonnes de coton pour la filiale sud et 185 000 tonnes pour la filiale nord-est. Près de 3 millions de tonnes de céréales sèches, toutes spéculations confondues. Pour atteindre cet objectif, d'importants moyens ont été mis à la disposition des acteurs du monde agricole en termes de logistique et de ressources humaines en vue d'impulser une nouvelle dynamique à l'agriculture. Le gouvernement a mis à la disposition des producteurs une quantité énorme d'engrais subventionnés. Et de l'autre côté, les producteurs n'ont pas à lésiner avec les moyens. Et je dirais que sur toutes les spéculations qu'on a pu visiter, nous avons celles qui sont subventionnées sont en tout cas très bien. Très bien, la physionomie est très bonne. De Katélé à Kourédougou, dans la commune des Égouas, en passant par Kassansou et Ifola, dans le cercle de Sikasso, l'état végétatif des cultures augure de belles perspectives. Aujourd'hui, honnêtement, nous pouvons dire que l'espoir y est. Depuis Koutiala, Kadjolo, jusque dans le secteur de Sikasso aujourd'hui, honnêtement, ce qu'on a vu présage une très bonne campagne. Partout où la mission est passée, elle a échangé avec les producteurs et encadrement technique. Les recommandations formulées par les producteurs, essentiellement axées sur l'extension de la subvention aux équipements agricoles et aux semences améliorées de qualité, feront l'objet d'une attention particulière, ont promis les missionnaires. Actualité régionale toujours, le réseau Paix et Sécurité des femmes de l'espace CEDEAO au chevet des femmes maraîchères de Tombouctou, 11 millions de francs CFA. C'est le montant alloué par le dit réseau pour la réalisation d'un forage équipé de panneaux solaires. Objectif, consolider la cohésion sociale et assurer à leurs sœurs une réinsertion socio-économique. Yehia Tandina.
Ce geste du réseau Paix et Sécurité des femmes Espace CEDEAO aux femmes maraîchères de Tombouctou traduit toute la solidarité entre les fils de ce pays. Un forage équipé de panneaux solaires a été généreusement remis au nom de la paix pour un coût total de 11 millions de francs CFA. Femmes de Tombouctou, mes très chères sœurs, je vous invite à plus de cohésion et surtout d'engagement fort à soutenir et vous impliquer dans toutes les initiatives de paix. L'air est à la méditation suivie d'actions responsables. Et j'ose espérer que cette eau qui sortira de ce forage contribuera sans nul doute à apaiser les cœurs et les esprits, au-delà de sa contribution à l'autonomisation des femmes et populations de Tombouctou. Occasion pour les populations de Tombouctou de renouveler leur gratitude au président français Hollande, généreux donateur de ces fonds pour le réseau. Au nom de toutes les associations féminines du Jardin de la Paix, je remercie le réseau par ce geste. Cela va permettre à d'autres femmes d'occuper le jardin à travers des activités maraîchères. Ce que je viens de voir, ça me rassure, ça me dit que la paix est revenue à Tombouctou. Et le joyau dont nous venons de bénéficier, qui vient d'être alloué aux femmes de Tombouctou, ce joyau va dans le sens de développement, en tout cas, de la localité. L'événement a pris un caractère festif, chants et danses au rythme du terroir, tout pour dire merci au réseau des femmes paix et sécurité. Et nous restons dans la région de Tombouctou 3 jours durant le vivre ensemble. La cohésion sociale et la feuille de route des pourparlers d'Alger ont fait l'objet de grands débats au forum des communautés. Plusieurs sujets se sont également invités au débat, comme par exemple l'appellation et l'appartenance des régions du Nord au projet Azawad. Quelle est la réaction et le regard des habitants de Tombouctou face à ce concept? Nos envoyés spéciaux, Moussa Arimega et Djeli Makandjabate, nous édifie davantage. On ne peut pas prendre des décisions du sommet à la base. C'est le contraire que c'est faire. C'est de la base au sommet. Toute décision qui se prend sans nous est contre nous. Donc nous ne nous engageons aucunement. Nous reconnaissons comme notre entité, le Mali, indivisible. Mais l'appellation à choisir, même pour le Mali, il faut qu'on nous demande. On ne peut pas décider un jour appeler même le Mali l'Azawad ou appeler le Mali Tombouctou sans nous concerter. Ces gens-là, on ne connaît même pas d'où viennent ces gens-là même. Ils ont remarqué ce qui est comme eux. Aujourd'hui, ils ont regretté, ils savent qu'ils ont manqué pour eux. Il n'y a pas d'autonomie, il n'y a pas d'indépendance, pas de division, il n'y a rien que l'unité du Mali. Tombouctou, c'est une partie intégrante du Mali. C'est une ville du Mali. Il y a 1081 ans qu'il existe Tombouctou. Eh bien écoutez, c'est de l'utopie. Hein. Nous, on est Maliens, nous allons rester Maliens. Le Mali est indivisible et c'est la voie des communautés. Aujourd'hui, je crois que ce problème-là, il est dépassé. Même ceux qui avaient crié au début, qui ont occupé les pays, aujourd'hui n'y croient pas. Il n'est plus question de l'Azawad ou de l'indépendance de l'Azawad. Le monde s'inscrit actuellement dans la logique, en tout cas, d'un Mali intègre, indivisible, laïque. Je crois que ça, c'est le credo actuel. On ne parle plus de... C'est notre conviction profonde. Sinon, on ne serait pas là aujourd'hui. Je ne suis pas pour un Mali qui se divise. Aujourd'hui, nous avons plutôt... On veut même l'unité africaine. Donc, quand on défend l'unité africaine, diviser un pays, c'est nous faire retourner en arrière. Le projet d'indépendance ou d'autonomie prôné par les MNLA et tous les autres groupes n'engage nullement les communautés de Tombouctou dans leur ensemble. Nous sommes Tombouctou, nous n'avons rien à voir avec cette appellation territoriale d'Azawad dans lequel on ne se reconnaît pas. Les Arabes sont retrouvés en Mauritanie avec 800 personnes, chefs de fraction et notables. Ils sont dit leurs mots là-bas, qui n'ont pas avec des mouvements, qui n'ont pas avec des rébellions, qui sont avec l'État. Voilà, ici à Bamako, lancement de la campagne de culture entrepreneuriale. C'était à l'intention des élèves et étudiants du Mali. L'initiative de la PEJ vise à développer chez les étudiants la culture entrepreneuriale à travers l'information et la sensibilisation, une préoccupation des plus hautes autorités du pays. Alpha Mega. Le monde d'aujourd'hui est marqué par des mutations et des transformations qui nécessitent un rôle actif.
surtout de la part des jeunes. Et c'est dans cette logique que l'APEJ a organisé cette cérémonie. La cérémonie marque ainsi le démarrage de la campagne d'une culture entrepreneuriale. L'entrepreneuriat est une des voies ouvertes à vous, jeunes, pour réaliser votre ambition, j'allais dire vos rêves. C'est la voie qui vous permet de prendre votre avenir en main, d'être inventif et de mener des activités créatrices de la valeur ajoutée. Il s'agit pour l'APEJ, l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes, de démystifier l'entrepreneuriat aux yeux des jeunes et à le défaire des stéréotypes et des préjugés qui y sont rattachés. Le domaine de la santé regorge d'énormes potentialités et opportunités. Et le développement de cette culture chez les étudiants à travers l'information et la sensibilisation vient à point. Une activité qui s'inscrit dans le cadre du développement de l'esprit chez les jeunes dans le programme Emploi Jeunes exécuté par l'APEJ. 1100 tonnes de céréales seront distribuées gratuitement aux populations vulnérables de 10 cercles de la région de Caille. Le don est initié par l'État à travers le commissariat à la sécurité alimentaire. Les étapes de distribution de Koussané et de Kemene Tampo dans ce reportage de Diafar Haïdara. Cette distribution alimentaire gratuite aux personnes vulnérables par l'État à travers le commissariat à la sécurité alimentaire piloté par le GRDR vise 10 communes dans le cercle de Caille frappées par la mauvaise pluviométrie de l'année dernière. Parmi ces communes, Koussané et Kemene Tambo. Il remercie l'État à ce don parce que le besoin est vraiment ressenti. Il prie nuit au jour que la paix règne dans notre pays, le Mali. Que Dieu soulève ce mal à l'intérieur de notre pays. En ce moment de soudure, ce sont 61 134 personnes qui vont bénéficier de la distribution directe de 1100 tonnes de petits mil et du sorgho. La population qui est tout autour de nous prouve que vraiment l'aide est la bienvenue. Donc nous remercions vraiment l'État pour avoir accordé cette assistance à nos populations qui souffrent réellement parce que l'année dernière, malheureusement, l'hivernage n'a pas du tout marché. Donc nous tenons à ce que ça se fasse dans la transparence. C'est pourquoi l'équipe de la commission locale de suivi est là. Nous sommes venus vérifier le stock si c'est arrivé et ensuite nous allons veiller à ce que vraiment cette aide puisse parvenir aux populations concernées. Il faut rappeler que la distribution se passe dans les règles de l'art dans la mesure où le GRDR a procédé à un ciblage à travers une fiche de collecte d'informations sur chaque ménage des villages. Une fois validée par la signature du chef de village, du maire et du sous-préfet, le GRDR procède à la distribution directe aux bénéficiaires. Remise symbolique de moustiquaires imprégnés aux détenus des différentes maisons d'arrêt de Bamako. La cérémonie de remise s'est déroulée en présence des responsables du ministère de la Justice. Sokona Kamisoko. À travers ce geste, le ministère de la Justice et la Fondation Orange Mali entendent contribuer à l'amélioration des conditions de vie des détenus. Ces moustiquaires sont destinés aux différentes maisons d'arrêt, qui sont entre autres le centre de rééducation et de réinsertion de Boulé femmes et mineurs, les prisons de Kati, Baguineda, Kinyeroba et la maison centrale d'arrêt de Bamako. Pour le secrétaire général du ministère de la Justice, le geste entre dans le cadre de l'humanisation de nos prisons. Humaniser les conditions de détention et en même temps protéger et préserver les droits fondamentaux des détenus. Parce qu'une personne privée de liberté garde des droits. Et donc la remise de ce lot de moustiquaires la vise justement à préserver ce droit-là et à assurer une certaine santé des détenus. Dans la politique de la réforme de la justice que le gouvernement envisage, dans cette politique de réforme de la justice, il y a un pan important qui concerne la réforme de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée. Qui parle d'amélioration des conditions de détention, d'humanisation des prisonniers. Vraiment, il faut penser à humaniser d'abord le personnel. Le personnel surveillant est confronté à d'énormes difficultés. Loin des caméras et des micros, le secrétaire général du ministère de la Justice et sa délégation ont saisi l'occasion pour visiter la maison centrale d'arrêt de Bamako. L'objectif était non seulement de s'enquérir des conditions de détention des prisonniers, mais aussi de s'imprégner des conditions de travail du personnel. M. Damélé n'a pas manqué
de réitérer l'engagement des plus hautes autorités pour que nos prisons soient un lieu de rééducation et non de répression. La transformation de l'argile en objet d'usage courant est une vieille pratique dans notre société. Ce qu'on appelle la poterie est une activité essentiellement féminine qui est aujourd'hui menacée par le développement industriel. Son origine remonte au néolithique, mais elle a constitué un tournant, une révolution dans la cuisson et la conservation des aliments et donc un nouveau départ dans notre alimentation. Le sujet du dossier culturel de cette édition signée Cheikh Oumar Sangaré. Parmi les activités de l'artisanat traditionnel au Mali figure la fabrication des objets de la poterie. Des figurines d'argile qui datent de loin ont été découvertes notamment à Mopti. L'histoire de la poterie est étroitement associée à la vie quotidienne de nos communautés par-delà à l'évolution de notre société. La poterie a une origine très ancienne. Elle remonte au néolithique. Autour donc de 3000 ans avant Jésus-Christ. C'est une activité qui remonte assez loin, mais c'est une activité qui est témoin d'un important changement de civilisation. La poterie permet donc de cuire, de transformer les aliments, alors qu'avant, on ne pouvait pas le faire parce qu'on n'avait pas de récipient pour le faire. Et si on remonte à l'invention de la poterie, on peut parfaitement imaginer les conséquences que l'invention de la poterie a eu sur le régime alimentaire de l'homme. Quand il est destiné aux cérémonies rituelles, un objet de la poterie est dépouillé de toutes ses parties d'usage courant. Mais généralement, il est multifonctionnel et traditionnellement fabriqué par les femmes. Et en général, la poterie est faite par les femmes. Elle est exclusivement faite par les femmes. On connaît très peu d'exemples où la poterie est une activité d'homme. Elle sert à contenir l'eau, elle sert à faire la cuisine, mais à certaines époques, elle a servi aussi pour l'inhumation. En particulier dans le delta intérieur du Niger, mais pas que dans le delta intérieur du Niger, dans de nombreuses autres régions, en Mauritanie, au Burkina, la poterie a servi également donc, pour l'enterrement des morts ou éventuellement pour la conservation de vases reliquaires. Elle sert également dans la maison comme objet de décoration. Aujourd'hui encore, ce sont les femmes qui s'adonnent le plus souvent à la fabrication des objets de la poterie, à l'image de ces femmes de Dar Salam en commune 3 du district de Bamako. Elles sont regroupées en associations féminines pour la promotion des produits argilés du Mali, AFEPAM. L'argile avec laquelle on travaille, ça vient du chevalier. On mélange avec de l'eau, on malaxe, après on commence à fabriquer. Les femmes de l'AFEPAM fabriquent entre autres des assiettes, des pots de fleurs, des pots à encens, des briques en terre cuite. Elles utilisent la technique du tournage, une des plus perfectionnées en la matière. Cette technique a révolutionné la poterie en permettant d'obtenir rapidement des formes beaucoup plus régulières et des pièces beaucoup plus légères. Ici, les objets, une fois fabriqués, sont destinés à la vente. Cela permet aux femmes de subvenir à leurs besoins. Ça vaut 10 ans maintenant que je suis là. Comme je suis veuve, depuis que je suis là, je peux faire quelque chose pour ma famille. Parce que si on a fabriqué des briques ou bien des pots de fleurs, on vend ça pour subvenir à nos besoins. De nos jours, la poterie est victime de l'industrialisation. Les objets issus de ces sous-secteurs sont essentiellement destinés à la décoration. La poterie aujourd'hui a été largement remplacée par le matériel en plastique, les récipients en plastique. Elle est remplacée aujourd'hui par l'aluminium, elle est remplacée aujourd'hui par la fonte. Donc la poterie est devenue aujourd'hui, essentiellement en particulier dans les villes, un objet de décoration. Elle n'a plus les mêmes fonctions aujourd'hui dans le monde rural que dans le monde urbain qu'elle avait dans le monde traditionnel. À l'Association féminine pour la promotion des produits argilés du Mali, l'écoulement des produits sur le marché reste la principale difficulté. La poterie occupe une place importante dans les secteurs de l'artisanat du Mali.
Elle a besoin de plus de promotion pour qu'elle joue pleinement son rôle de développement socio-économique des femmes. Actualité sportive avec du basketball d'abord. On connaît depuis hier soir les affiches des finales de la Coupe du Mali en dames. L'AS Commune 3 jouera contre Atar Club de Kidal, alors que chez les hommes, le centre Bintou Dambélé de Koulikoro sera opposé au stade malien de Bamako. Ces équipes se sont qualifiées à l'issue des demi-finales jouées hier soir au Palais des Sports. Kodisibi, compte rendu. Les sensations de ces demi-finales de la Coupe du Mali ont été enregistrées au niveau des dames. L'USFAS avait la faveur de pronostic devant la jeune équipe de l'AS Commune 3. C'est sans compter avec le fighting spirit des communards. Depuis le départ, les joueuses en maillot orange sortent l'énergie défensive et ont la même mise sur le match. Aminata Sinenta et ses coéquipières sont contraintes à courir derrière le score. Les joueuses de la Commune 3, bousculées, maintiennent l'avance à la mi-temps. C'est surtout dans le troisième acte de jeu que la jeune Diawara et ses coéquipières connaissent leur moment de grâce. Malgré leur petite taille, elles s'emparent de tous les rebonds et sont très entreprenantes dans les tirs. Les Usfaciennes acculées n'y croient plus et sont battues avec la manière 64-35. L'AS Commune 3 mérite amplement la première finale de la Coupe du Mali de leur histoire. Cap à présent sur l'autre match des dames entre le stade malien de Bamako en blanc et Atar Club de Kidal. Décidément, c'est une soirée de surprises. Atar Club prend confiance au fil de la rencontre, la non-réussite des joueuses du stade malien aidant. Les stadistes ont beau vouloir revenir dans le match, les Kidaloises s'accrochent malgré un petit retard à la mi-temps. Juste derrière, Kidal reprend du poil de la bête. Ces joueuses défendent bien et font preuve de dextérité. Malgré quelques actions d'éclat des stadistes, l'équipe de Kidal n'abdique pas, bien au contraire. Elle se bat jusqu'au buzzer final et obtient elle aussi une première qualification pour la finale. Contrairement au match des dames, la logique est respectée au niveau des messieurs. Le centre Bintou Dambélé de Koulikoro en bleu fait honneur à son statut de meilleure équipe régionale en venant à bout du Debo Club de Mopti. Les joueurs font la course devant sans inquiétude. Le Debo Club tient seulement en première période. Les deux derniers cartons constituent une promenade de santé pour les joueurs de Koulikoro qui l'emportent largement 81-26. Et les voilà pour la première fois en finale de la Coupe du Mali. Le match au sommet met aux prises le stade malien de Bamako en blanc et l'AS Police. Petit suspense aux deux premiers cartons, surtout le carton initial, dominé 19-17 par le stade malien. Grâce à une défense de fer, le stade malien lâche petit à petit son adversaire, dominé 41-27 à la mi-temps. Les Blancs ne perdent pas la concentration et sont plus sérieux dans les deux derniers cartons. L'équipe entraînée par Kaba Kanté déroule et l'emporte au final 80-62. Les finales prévues samedi prochain au Palais des Sports mettront aux prises l'AS Commune 3 et Atar Club de Kidal en dames, le centre Bintou Dambélé de Koulikoro et le stade malien de Bamako en messieurs. Et en football, le dernier tour aller des éliminatoires de la CAN des moins de 20 ans, vous en parlez d'ailleurs hier, eh bien le Mali a battu cet après-midi le Togo par 2-0. Les Aiglons prennent une option pour la qualification en attendant le match retour prévu dans 2 semaines à Lomé. Abdul Karim Kavan fait revivre les moments forts. Pour ce match aller au compte du dernier tour des éliminatoires de la CAN Junior Sénégal 2015, tout s'est joué en deuxième mi-temps. Avec une domination malienne et beaucoup de ratés, la première s'est soldée par 0-0. 78e minute, sur une passe lumineuse de Djadji Samasekou, Mohamed Guilavogi libère tout le stade avec le premier but. À force d'essayer des frappes lointaines, Souleymane Diarra marque le deuxième but à la 85e minute. Souleymane Diarra. 2 minutes plus tard, Adama Traoré est forcé dans la surface de réparation. Il exécute lui-même la sentence, mais loupe l'occasion d'aggraver le score. On en restera là. 2-0 pour le Mali. Résultat final.
Je suis satisfait de la rencontre. Et j'aurais été déçu si éventuellement ces matchs se terminaient par un score nul, compte tenu de l'effort que nous avons fourni, compte tenu du jeu que nous avons produit. Mais je pense que les joueurs l'ont compris, ils ont poussé, ils sont restés courageux et je pense que par la fin, nous avons eu gain de cause. Je pense que cet après-midi, mes poulains ont fait un grand match, mais vous savez, la pelouse a trahi dans la mesure où il y a eu une grande pluie qui a mouillé le terrain, il y a trop d'eau sur le terrain, donc ça fait que l'automatisme qu'on avait préparé n'a pas réussi, surtout en deuxième partie. Mais la pelouse elle est faite pour les deux équipes. Effectivement, mais ils ont l'habitude de s'entraîner ici, ils ont l'habitude de jouer peut-être dans la pluie, ils ont l'habitude de jouer dans les conditions comme ça. Nous, c'est la première fois de jouer sur une pelouse qui présente une situation comme ça. Ça ne veut pas dire que l'adversaire n'a pas bien joué. Le Mali a bien joué. Avec cette victoire, le Mali a désormais une avance de 2 buts qu'il faudra à tout prix consolider au retour dans 2 semaines à Lomé pour définitivement assurer sa qualification à la CAN Junior Sénégal 2015. Et voilà, pelouse mouillée ou pas en avant les Aiglons. Fin de cette édition, mais avant, retenez que question d'actualité pour thème pour une application généralisée au Mali de la gestion axée sur les résultats GAR. C'est le sujet donc de question d'actualité de ce soir. Les invités de cette émission, qui sont tous des participants du séminaire qui vient de se tenir à Bamako à ce propos, vous en diront davantage. Question d'actualité est animée par Nyaza Koulibaly. Demain, 10h-13h, Kadidiatou Kone. Les éditions du soir vous seront présentées par Amadou Sankari. Je vous retrouve, si tout va bien, à partir de vendredi pour les éditions de la mi-journée. Très bon début de semaine à tous.